pour un sujet à la croisée du e-commerce, du retail, de l'innovation. On va laisser un petit peu 1 ou 2 petites minutes que les gens se connectent, que les gens ils se prennent un petit café, un petit thé. Ça devrait être bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter rapidement. Je suis Naomi Bojard, je suis responsable marketing chez Retail Vert. Donc, je vais m'occuper aujourd'hui de la modération du webinaire. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. Je les remonterai à Adrien et Norian. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment le leader français de l'aménagement extérieur, Serland Group, innove avec un showroom 3D virtuel et immersif, avec plus de 150 produits en réalité augmentée. Donc concrètement, on va aborder quelques points comme les enjeux, le contexte, les objectifs du projet, la mise en place de la solution, le retour expérience et la vision et les perspectives futures. Donc Norian, je te laisse te présenter rapidement et nous dire quelques mots sur Serland. Bonjour Naomi, bonjour Adrien. Donc moi c'est Norian, je suis chef de projet e-commerce chez Serland depuis maintenant septembre. Et j'ai effectivement du coup porté ce projet Retail Vert. Donc Serland, pour le contexte, c'est donc Serland Group, c'est un groupe qui comporte 2 marques. On a la marque Serland, qui est une marque d'aménagement extérieur en bois, et on a la marque Soulet, qui est plutôt pour l'univers enfant, avec des jeux d'extérieur pour enfants, tels que des balançoires, des portiques, des aires de jeu. Et également, je suis aussi du coup en alternance où j'effectue un master MBU, qui est un management des business units, et dans lequel j'ai notamment fait un mémoire sur la réalité augmentée, oui, qui est du coup un sujet chez Retail Vert. Et voilà, Adrien, je te laisse la parole. Et donc, c'est à ce titre-là que tu as supervisé la mise en place du showroom, Norian. Merci de te prêter au jeu du webinaire. Je me présente rapidement, Adrien Zanelli, cofondateur de Retail VR. Je vais présenter assez rapidement ce qu'on fait au travers d'une petite vidéo, en fait, qui reprend c'est un cas client, hein, c'est Nestlé en fait qui reprend un peu tout ce qu'on sait faire. Donc nous, on est une plateforme de merchandising 3D. Comme on le voit à l'écran, depuis une simple photo, on va être capable automatiquement de générer donc des objets en 3D qu'on va venir disposer dans un outil de micro-merchandising. En fait, on va poser ces objets modélisés drag and drop, hein, c'est très simple comme on le voit à l'écran. On construit comme ça des planos. On vient rajouter toute la signalétique. Donc ça, c'est toute la partie micro-merchandising. On sait faire la même chose avec tout ce qui est équipement, signalétique, POS dans le point de vente. Et là, on voit à l'écran donc la partie macro-merchandising, c'est-à-dire que tout ce qu'on va venir dessiner en micro, que ce soit produit, plano ou la PLV, on peut venir ensuite le récupérer en macro dans le point de vente. Alors, on a ça peut être dans des points de vente comme ça, comme on voit type supermarché, mais aussi, en fait, c'est la technologie derrière qui est la technologie du showroom virtuel qu'on vient utiliser pour venir présenter des collections, des produits, de la PLV, dans votre cas, Norian, de l'équipement pour le jardin. Et là, on voit la réalité augmentée, c'est-à-dire que tous les éléments qui sont disponibles dans la plateforme peuvent être utilisés derrière en réalité augmentée, ce qui va permettre cette fois de les positionner non plus dans un showroom virtuel, mais dans un environnement réel, puisque là, comme on le voit à travers du téléphone, on est dans le lieu de vente. Hein. Et si on fait une transposition dans votre cas, ce sera dans le jardin d'un utilisateur, puisqu'en fait, vous, c'est pas un supermarché. Le point de vente final, le point d'utilisation, c'est le jardin. Voilà. Donc, cette plateforme de merchandising 3D qui est disponible à la fois pour des clients industriels, propriétaires de marques qui revendent des éléments à des distributeurs qu'on a aussi comme clients. Donc, on a ces 2 types de clients. Alors, on va parler de ce showroom et de cette expérience que vous avez mise en place. Est-ce que tu peux nous redonner en fait un peu la genèse du projet, c'est-à-dire
à quel moment vous êtes posé la question chez Serland de mettre en place ce showroom, votre problématique de départ, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Il y a une problématique de départ quand on parle de salon, c'est la question de montrer toute sa gamme. Quand on va sur un salon, souvent on a un espace qui est dédié, un espace assez petit et restreint, et donc il y a énormément de questions qui se posent sur la disposition dans laquelle on va montrer nos produits. Ouais. Et c'est justement dans ce contexte-là qu'on s'est dit qu'un showroom virtuel pouvait être le substitut à montrer l'entièreté de sa gamme au sein du salon. Et on avait un deuxième enjeu qui est, comme tu l'as dit précédemment, nous, le client final, ça va être le jardin. Et le jardin, c'est pas dans un salon que tu vas essayer de pouvoir retransmettre le jardin. Pas facile. Et l'idée, c'était aussi d'avoir un environnement où on allait pouvoir montrer nos innovations et pouvoir montrer le jardin de demain du futur client Serland. Et donc l'idée, c'était de pouvoir montrer visuellement ce futur jardin-là qui allait utiliser les ressources telles que l'eau, telles que le soleil, pour pouvoir Vous pouvez présenter vos produits comme on le voyait à l'écran. En fait, là, on a vu le carport avec les panneaux solaires. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant vos produits dans cet environnement virtuel qui est un environnement que vous ne pouvez pas présenter à l'occasion d'un salon. Ou même, alors j'imagine que vous avez un showroom physique, mais c'est toujours mieux pour le client de pouvoir se projeter aussi dans un environnement final qui sera son jardin, comme on le disait, quoi. Exactement. Notamment, du coup, on a le carport solaire qui est la grosse innovation de Serland cette année. D'accord. Qui, du coup, utilise cette énergie-là du soleil. Et ensuite, on a également, du coup, le cache récupérateur d'eau qui est au niveau de l'abri de jardin. Et ça, c'était aussi une grosse innovation parce qu'on a tous cette énorme cube grise pour récupérer l'eau. Et c'était justement apporter ce côté esthétique en fait au jardin, tout en utilisant les ressources naturelles. D'accord. Ok, donc il y a un côté réponse aussi à des problématiques d'écologique et j'imagine que c'est un gros sujet pour vous. Alors si on revient pour le projet en fait spécifiquement, donc vous avez eu cette intention de mettre en place donc ce showroom. Le déclencheur, c'est un salon, c'est ça, c'est un salon professionnel qui a lieu à Marseille et donc on a démarré le projet. On a réfléchi tous ensemble autour de la création donc, de ce jardin virtuel qu'on a pu voir là il y a quelques instants. On a eu donc des réunions consécutives pour la mise en œuvre donc, de la construction, tout bêtement, de la maison, du jardin. On a défini les espaces, quel mobilier on allait mettre en place à l'intérieur. Qui a participé à ce projet? Comment est-ce que vous l'avez géré, vous, en interne? Je parle sur la partie construction du showroom et après, on abordera la partie mise en œuvre sur le salon en tant que tel à Marseille. Donc, totalement. En fait, du coup, l'idée est émergée au niveau du service digital. Donc, nous, au service digital, on est 4. Et sur le projet, il y avait du coup Alexis qui est également chef de projet et on a Samy qui est notre directeur digital. De là, on s'est dit, OK, on a un salon des JDC qui est un salon hyper important pour nous. C'est hyper important d'y être et on voulait venir avec une innovation, avec un effet waouh. D'accord. Et donc, c'est de là qu'a émergé l'idée du salon également. Et là, on a eu du coup une deadline de 3 mois à partir du moment où on s'est dit, allez, feu vert, on se lance sur le projet et on essaye de faire un salon. On avait du temps, mais pas tant que ça. On avait du temps, mais pas tant que ça. Et pour ça, il y avait aussi du coup une contrainte de temps, mais aussi l'idée, c'était vraiment d'engager toutes les parties. Parce que c'était un projet dans lequel il y avait beaucoup de doutes par la contrainte de temps, mais aussi d'appréhension. Parce que c'est une technologie dont on n'a pas forcément l'habitude, dont nous, en interne, mis à part le service digital, les gens ne connaissaient pas forcément. Et il y a aussi la question qui est la qualité du rendu. Donc, j'avais toute confiance en Retail VR,
Mais la technologie en elle-même, on sait qu'elle est encore nouvelle. On n'a pas forcément encore énormément de preuves de son utilisation. Et du coup, il y avait beaucoup de doutes là-dessus. Surtout qu'en fait, on s'adresse à un public qui est professionnel lors des salons. Donc, c'est des gens qui connaissent super bien les produits, qui connaissent les textures du bois. Et on est notamment sur un matériau qui est le bois, qui est un matériau très complexe et vivant. Et il y avait également cette question qui est l'ergonomie et la typologie de nos produits. Nous, on a des produits qui sont très volumineux, qui prennent énormément d'espace. Et j'en reviens à cette contrainte d'espace au sein du salon, où on ne va pas pouvoir afficher des produits comme le Carport Helio qu'on a pu voir dans le showroom virtuel. Et c'était justement cette occasion-là de pouvoir le montrer en grandeur dans sa pleine grandeur. En grandeur nature. Et en en grandeur nature virtuelle, entre guillemets, puisque derrière, alors ce qui est caractéristique, hein, c'est vrai qu'on a donc, comme on le voit à l'écran, la 3D. On l'a vu mis en situation dans le jardin virtuel, dans le showroom virtuel, et on peut aussi l'utiliser en réalité augmentée grâce à son téléphone où là, bon, ça fait un gros objet, mais on est capable derrière de venir le positionner dans un espace libre. Et donc ça, c'est vrai qu'on a pris pas mal de temps sur la qualité des rendus, notamment le bois. C'était, je crois, un sujet. Il y a eu plusieurs allers-retours sur la définition des textures de bois. Et je pense qu'on a trouvé finalement la texture qui vous convenait le mieux. Est-ce que tu peux maintenant nous parler un peu du salon? C'est-à-dire concrètement, comment est-ce que vous l'avez utilisé sur le salon? Et puis comment est-ce que vous allez l'utiliser par la suite? Tu peux peut-être nous parler du salon. Quel dispositif a été mis en place pendant ces quelques jours sur le salon? Totalement. Alors, il faut d'abord savoir que le salon était en extérieur. Donc, ça aussi, c'est une contrainte importante. Et on a un peu sous-estimé aussi les contraintes du salon. Parce que pour pouvoir du coup mettre de la réalité virtuelle, ça veut dire qu'il faut une connexion Wi-Fi ou 4G, mais qui est stable. Il faut du coup un casque et il faut cette notion d'espace. Donc même si tu mets le casque et c'est bon, tu es parti dans ton environnement virtuel, il y a quand même cette délimitation de l'espace où les gens ont vraiment cette notion de vouloir se déplacer au sein de l'environnement. Et en fait, dès qu'ils se déplacent dans l'environnement, ils se déplacent aussi dans la vraie vie. Donc, il fallait aussi un peu sécuriser l'espace. Et donc, du coup, il y avait notre salon principal et à gauche, on avait un petit stand où on mettait du coup le casque à disposition. Et c'est là où on a eu aussi pas mal de contraintes, notamment du coup avec le soleil qui tapait sur le casque. On avait la batterie qui partait hyper vite, parce que dès que tu fais un changement entre une personne à une autre, du coup, il y a un temps mort. Et c'est pour ça qu'il y a la nécessité, je pense, à l'avenir d'avoir en fait deux casques. Un casque qui permet de prendre une personne et dès qu'une personne veut suivre, on met un deuxième casque pour aussi le recharger s'il faut, etc. Et donc, on a aussi mis en place les QR codes de réalité augmentée. Oui. Ça, c'était super parce que t'as pas forcément besoin d'accompagnement. Je trouve la technologie hyper intuitive où la personne arrive, elle scanne, elle voit le produit, elle le déplace. Et ça, franchement, c'était une révélation pour absolument toutes les personnes sur le salon. Et franchement, c'était hyper top. Et concernant le showroom, pour y revenir, il y avait cet aspect vraiment immersion, en fait. Les gens mettaient le casque, ils étaient plongés dedans. Ouais. Et tu voyais vraiment le produit face à toi, tu pouvais tourner autour. Et l'ergonomie aussi, elle était hyper cool parce qu'on avait mis ce système de déplacement où les gens pouvaient directement sélectionner le produit sur lequel ils voulaient se déplacer. Okay. Et ça a vraiment facilité tout l'aspect explication parce que c'était des personnes qui avaient forcément jamais utilisé le casque, c'est encore quelque chose de très nouveau. Donc pouvoir directement les guider sur le produit qu'ils souhaitaient voir, ensuite enchaîner sur un autre produit, c'était vraiment une grosse plus-value. Et les retours ont vraiment été très positifs sur l'ensemble. Oui, et d'ailleurs, je parle de retour, on voit aussi là sur la photo à l'écran, donc vous aviez un retour aussi, un visuel de ce que la personne voit dans le casque, ce qui permet, j'imagine, de pouvoir le guider, ouais. simplement en disant, bah voilà, clique à tel endroit,
quand tu as une personne qui est pas très à l'aise, ça te permet aussi de le guider. Et donc, tu dis les retours étaient positifs, c'est-à-dire que les clients se sont prêtés au jeu, ils ont trouvé ça, le côté innovant était au rendez-vous, quoi. Bah, c'est vraiment le côté innovant qui est ressorti parce qu'on était les seuls à proposer ça sur le salon, il faut le savoir. D'accord. Et tout de suite, quand tu arrives sur un salon traditionnel et que d'un coup tu vois un casque virtuel, ça attire le regard. Il y avait quelque chose qu'on avait envisagé mais qu'on n'a pas pu faire par des moyens techniques, c'était de faire une retransmission de ce que voyait la personne dans le casque. On le faisait bien évidemment sur le téléphone pour guider la personne, mais ce qui aurait été très intéressant également, c'est de le mettre sur un écran. Oui, okay. Comme ça permettait aux personnes qui venaient de directement voir le showroom virtuel sans forcément s'apprêter au jeu du casque. Et parce que aussi ça peut faire peur, il y a la contrainte de temps également, parce qu'il faut mettre le casque, visiter. Souvent tu te prends au jeu et une personne qui comptait rester 1 ou 2 minutes sur le salon, finalement elle reste en rester 5 ou 10. Et justement ça aurait été une solution qui aurait permis à un plus grand nombre de pouvoir expérimenter la chose sans forcément mettre le casque. Tout à fait. Solution qui est envisagée et envisageable, et une alternative aussi peut-être à considérer, c'est de mettre le showroom sur un écran. Il y a des belles tables tactiles sur lesquelles on peut se déplacer, ou un écran géant, et laisser la personne se guider avec soit une interface tactile, soit une souris pour ensuite... c'est-à-dire pouvoir faire la même chose sans avoir le dispositif du casque, quoi. C'est ça. Très bien. Donc, bon, mission accomplie sur le point de vue, on va dire, innovation sur le salon. En termes de retour, donc retour client manifestement positif. Retour des équipes en interne, parce qu'il a fallu le vendre en interne, le projet. Et quelle est la suite? Quelle suite vous allez donner à ce salon virtuel, enfin à ce showroom virtuel, pardon. Donc les retours équipe interne et puis la suite que vous donnez. C'est ça. Alors d'abord sur les retours internes, justement, fallait mobiliser toutes les personnes. Et donc avant le salon, on a d'abord fait un test en interne pour voir si tout fonctionnait. On a récolté l'avis des gens. Et encore une fois, c'était franchement les mêmes retours qu'on a eu à un salon. Il y avait l'aspect immersion qui revenait énormément. Ouais. Il y avait la surprise sur la qualité du rendu en réalité virtuelle. D'accord. Surtout sur la texture, parce que je reviens là-dessus. C'est vrai que la question de la texture est beaucoup revenue. On a fait énormément d'allers-retours au début du projet pour vraiment avoir la texture parfaite entre les défauts du bois qui sont les nœuds. Donc il faut les voir, mais non plus pas trop les voir. Donc il y avait vraiment un juste milieu à trouver. La couleur du bois également, qui reflète avec la lumière. Donc ça, c'était beaucoup de sujets sur lesquels on est énormément revenu. Et c'était vraiment la grosse question. Et au final, c'est peut-être ce qui a le plus plu. Il y avait également la question d'avoir vraiment l'aspect tout le monde peut s'imaginer dans le jardin, et c'est pas un jardin qui va être déconnecté du réel. Oui. C'est peut-être un jardin virtuel, mais pas déconnecté du réel. Et là, on avait vraiment cette impression-là de pouvoir se balader dans son jardin. C'était ni trop grand, ni trop petit. C'était un peu le juste milieu parfait. Et ça a vraiment plu en interne. Et je pense que c'est ça le plus gros succès. La clé du succès. Et c'est vrai que je me souviens qu'on a eu quand même pas mal d'allers-retours sur... on avait un parti pris initial qui était d'ancrer le jardin dans le nord, c'est-à-dire qu'on avait une maison qui était... parce qu'il faut le préciser, vous êtes une société basée dans le nord de la France. Et donc, on était parti dans cette direction-là, et c'était très bien peut-être de faire de rétrécir un peu le jardin et de mettre une maison un peu neutre, hein, qui correspond à des maisons qu'on peut retrouver partout en France. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'on a eu pas mal d'allers-retours sur ce jardin, y compris sur le potager. Enfin bon, ça fait partie de la construction du projet. C'était très intéressant de mettre ça en place. Et donc, concernant du coup ta question sur la suite. Oui, c'est ça, sur les objectifs, enfin sur la suite, hein, du projet. Qu'est-ce que vous comptez en faire
Qu'est-ce qui se trame là actuellement? Alors, autour du showroom, premier point, donc déjà, on peut, maintenant que c'est bon, ça a été vérifié, c'est utilisable en salon, ça fonctionne, pourquoi pas le réutiliser lors de futurs salons, parce que nous, on fait plusieurs salons à l'année, donc ça peut être une possibilité. Ouais. Ensuite, également, tu as précisé précédemment qu'on avait un showroom en réel, mais ça peut être parfois compliqué pour les commerciaux de toujours ramener les clients dans ce showroom réel qui du coup, situe dans le nord de la France. Et bien justement, le showroom virtuel, ça peut être l'opportunité de faire visiter notre showroom directement chez le client et non plus le faire venir dans notre showroom. Donc là, encore une fois, il y aura la question de mobiliser du coup les commerciaux et les éduquer, les apprendre, leur faire apprendre l'utilisation de cette technologie. Bien sûr, qui est très simple. Hein. On a plusieurs sociétés avec lesquelles on travaille, sur lesquelles les commerciaux ont accès à un showroom comme vous avez, et c'est une belle porte d'entrée en fait, et avec un objectif qui est pour certains de nos clients de présenter ce showroom virtuel pour ensuite essayer de les faire venir dans le showroom physique, parce que c'est vrai que c'est aussi agréable quand on a un showroom de pouvoir faire venir des clients et les avoir en physique dans le showroom. Donc vous allez entre guillemets diffuser le showroom vers les commerciaux, quoi. Exactement. Ok. Et le temps avance. Donc est-ce que vous avez pu avoir des bénéfices constatés? Alors j'imagine peut-être pas chiffrés, c'est peut-être un peu tôt, mais donc des retombées clients, qualitatives, quantitatives peut-être, et sur l'interne aussi. Donc l'interne, a priori, une volonté d'aller le mettre dans la main des commerciaux. Sur les clients, est-ce qu'il y a eu des retours à noter, en particulier des clients qui vous ont dit ah ouais, ça c'est vraiment génial, ou un usage que vous auriez à prendre sur la réalité augmentée, par exemple? C'est ça. Sur le showroom virtuel, on a eu énormément, comme je l'ai dit, de retours sur le salon. Post-salon, pas énormément, mais par contre, ce qui a énormément fait succès, effectivement, c'est la réalité augmentée. On a eu des partenaires clés stratégiques qui ont été vraiment emballés par la technologie et qui nous ont demandé du coup d'avoir la réalité augmentée sur leur site à eux directement. Ok. Et aussi potentiellement de l'avoir en magasin. Ok, en magasin, d'accord. Avec sous forme d'ILV, une signalétique magasin avec je scanne et je récupère mon produit. Ok. C'est ça. Ça, c'est peut-être dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, on a eu énormément de retours là-dessus et c'est quelque chose qui va se faire très prochainement. Là, on est justement en train de travailler avec vous sur le retravail des éléments en réalité augmentée pour pouvoir les proposer à ces partenaires clés. Et ça, c'est vraiment une grosse porte ouverte parce que ça veut dire que ça plaît à tout le monde, ça plaît à des gros acteurs du marché. C'est des acteurs qui vont aussi faire pouvoir bouger les choses, de pouvoir diffuser sa technologie dans son ensemble. Et ça, c'est vraiment un succès sur ce coup-là. Bon, top. Et peut-être que d'ailleurs, toi, je crois que tu m'avais dit que c'était la thématique de ton mémoire, hein, il me semble, la réalité augmentée. Alors peut-être que tu as des choses à nous dire là-dessus, où j'imagine que tu as échangé énormément avec les équipes digitales, certainement que tu as poussé à l'implémentation de la réalité augmentée en interne chez Serland. Donc en fait, toi, tu vois quoi sur la réalité augmentée? Ça permet d'augmenter les intentions d'achat? Il y a un facteur déclencheur? Qu'est-ce que t'en retiens quoi sur ton mémoire de l'usage de la réalité augmentée? Yes, carrément. Moi, mon mémoire est porté du coup sur l'aspect conversion et tout ce qui vient également avant. D'accord. La partie après, c'est encore un peu compliqué, donc on l'a oublié. Mais ouais, j'ai essayé d'étudier en fait quel est l'impact réel de la réalité augmentée sur la conversion. Avant la conversion, il y a plusieurs étapes. On a les intentions d'achat, on a l'utilité perçue, on a également le plaisir d'usage et on a aussi la compréhension du produit. Et j'avais aussi mis l'hypothèse que la réalité augmentée pouvait être un substitut du besoin physique. Dans ce cas-là, ce qui est ressorti de mes études, c'est qu'il y avait un énorme effet positif de la réalité augmentée sur le plaisir d'usage. On a comparé des personnes qui utilisaient des
fiches produits classiques à des fiches produits alimentées par la réalité augmentée. Et on voyait tout de suite un temps de passer sur les fiches produits beaucoup plus important. Oui. On avait des ressentis qui étaient largement plus positifs et on avait également une compréhension du produit qui était exceptionnellement mieux que par une fiche produit classique avec une description classique. Ouais. Alors c'est marrant. On avait vraiment cet aspect de pouvoir directement l'imaginer chez soi. Et nous, on a aussi une grosse contrainte qui va être la typologie de nos produits. Et on a aussi des contraintes légales. Donc, par exemple, sur les balançoires, où il faut qu'il y ait un espace entre la clôture du jardin et le jardin. Et donc là, ça permet de directement mettre le produit en réalité augmentée dans son jardin et de voir où il va se placer concrètement. Par contre, là où la réalité augmentée a pêché, c'est plutôt sur le substitut aux besoins physiques. Il y avait toujours cette demande qui revenait de pouvoir visualiser le produit physiquement. C'était finalement la réalité augmentée, ça va être un facteur pour pouvoir déclencher l'achat, mais il ne va pas suffire à lui-même. Il faut quand même quelque chose de plus pour déclencher l'achat. Mais en tout cas, par rapport à une fiche produit classique, les résultats ils sont clairs et c'est vraiment un très bon outil pour améliorer ces aspects-là. Ok. Mais ce que tu dis sur le temps passé donc à consulter la fiche produit, hein, en fait, nous on le constate sur les showrooms aussi. C'est-à-dire que systématiquement, quand on met en place un showroom virtuel, si on fait un parallèle avec un site classique plat, en fait, c'est 30% minimum de temps passé en plus et ça peut aller bien au-delà avec des gens qui vont vraiment rentrer dans le site, consulter les fiches produits, pouvoir interagir avec le produit, comme on l'a vu dans les images qu'on a vues là. On vient jouer avec le produit. Et donc ça, c'est vrai qu'on passe beaucoup plus de temps dans le showroom virtuel à s'imprégner des produits. Donc je ne suis pas surpris de ce que tu dis. Je pense que c'est exactement les mêmes résultats avec la réalité augmentée. Donc ça, donc toi, j'imagine que tu prônes là-dessus hein, sur la mise en place de l'AR. C'est vrai que, moi, ça me paraît presque inconcevable quand tu dois acheter un carport. C'est quand même un investissement. Donc ou même je ne sais plus comment tu l'as appelé, la décoration que tu viens mettre autour des bacs de récupération d'eau. Yes, le cache. Voilà, le cache, c'est quand même, tu as un côté esthétique, le fait de pouvoir simuler le positionnement sur la maison, de choisir l'endroit et de voir l'emprise au sol du carport, je pense que c'est des choses qui vont faciliter le déclenchement de l'achat, quoi. Ou même non, mais totalement. Je pense que la réalité augmentée, en fait, nous, on a la chance justement par rapport à notre typologie de produit, c'est vraiment pour moi un must-have. Ensuite, il y a plutôt cette question sur les autres typologies de produits, où est-ce que y a vraiment une nécessité ou une adaptation à faire? Et clairement oui, parce que je l'ai aussi vu en étudiant différents marchés, même pour le marché du vêtement, on n'a pas forcément la réalité augmentée, mais il y a une nouvelle technologie qui est sortie qui permet de visualiser directement les vêtements sur soi-même dans un aspect 3D un peu réalité virtuelle. Et ça, en fait, c'est génial et les retours le sont aussi. Donc, je pense que vraiment, ça peut être une technologie qui peut être adaptée à tout marché. Donc, bien sûr, en fonction des marchés, il y aura une adaptation à faire, mais c'est vraiment une technologie qui peut permettre à toutes les entreprises qui sont présentes sur le digital d'être un outil de conversion et un outil de facteur d'intention d'achat et de plaisir pour les consommateurs et de les conforter dans leur offre. Il y a notamment tout l'aspect post-achat qui, je pense, peut être aussi un facteur dans le sens où peut-être que la réalité augmentée peut aussi permettre d'avoir un taux de retour moins important. Oui, ça c'est une grosse question qui se pose chez nous. Oui, tout à fait. Oui. Parce que nous, quand on envoie un carport ou on envoie un abri, les coûts de livraison sont énormes. Oui. Donc, retourner le produit en stockage, en logistique, c'est des coûts qui sont faramineux. Donc, justement, ça peut vraiment permettre d'avoir des améliorations post-achat, au moment de l'achat et post-achat.
Oui, oui, c'est sûr que ça c'est prouvé. Hein. Ça évite les retours. On a pu, entre guillemets, tester virtuellement le produit dans son environnement. Donc, il y a moins de chances de le retourner. Alors, j'ai une question. Donc, on a eu des commentaires de Claude qui nous dit, donc, techniquement possible, Go Ahead Retail VR. Merci, Claude. Et Claude a une question. Quelle est la part quelle est la part des achats dans votre secteur qui est fait via les plateformes de vente en ligne et donc, il pose la question ensuite sur les conditions de retour. Alors, est-ce que vous avez déjà mesuré donc, sur votre secteur donc la part des utilisateurs, enfin, des gens qui vont utiliser donc l'AR et les conditions de retour vous en êtes déjà là ou? Non, pas encore. Bah là, justement, on est en développement pour du coup mettre la réalité augmentée sur le site. Malheureusement, c'est pas encore le cas. Concernant notre secteur, bah, historiquement, nous, ça va être un peu biaisé, mais Serland, c'est une marque qui est originairement du B2B. Donc, on fait encore énormément de nos ventes en B2B, c'est même la majorité, mais la volonté de l'entreprise est justement de se tourner vers le digital. C'est aussi pour ça qu'on s'est associé avec Retail VR pour développer cet aspect digital et d'avoir cette solution-là. Concernant les conditions de retour, bien évidemment, oui, par la typologie de nos produits, on est obligé. Il y a des frais qui peuvent être mis en place en fonction de la taille du produit. Et il y a également aussi les techniques de livraison, où nous, on livre nos gros produits en semi-remorque. Donc, ça aussi, chez nos clients, ils ne le prennent pas forcément en compte lors de la livraison. Ils se disent, bon, bah, je vais m'acheter ça comme si j'achetais quelque chose à la poste et j'allais recevoir le colis. Et donc, le voir en réalité augmentée, ça permet vraiment aussi de voir la taille du produit, puisque, encore une fois, on le voit en taille réelle. Ouais. Et du coup, là, on se pose peut-être la question de, OK, est-ce que le camion va pouvoir venir chez moi? Est-ce que je vais pouvoir réceptionner le colis? Est-ce qu'on va peut-être devoir être deux pour réceptionner le colis? Donc, il y a aussi ces questions-là qui sont importantes. Ah oui, okay, ouais, parce que c'est vrai que tu cliques sur acheter, puis tu n'imagines pas que en fait tu reçois 5 colis ou peut-être 10, enfin j'en sais rien, de taille conséquente, livrés sur un plateau, voire un semi-remorque. En effet, c'est vrai que c'est important. J'ai oublié de te poser une question. Je reviens un peu sur la gestion du projet, tout ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de travailler avec nous? Est-ce que c'est un élément déclencheur Tout d'abord, il y a eu, du coup, vous avez rencontré Alexis et Samy lors d'un salon 2 ans avant le lancement du projet. Ah ouais. Donc, les liens ont été faits directement en physique. Et donc, du coup, quand il y a eu l'émergence de l'idée de faire un salon virtuel, notamment avec mon arrivée qui a pu dynamiser l'idée et dégager le temps nécessaire pour la gestion de projet, on s'est directement tourné vers vous parce que directement, il y avait cette confiance qui régnait. Vous avez directement été transparent et vous avez pu nous garantir un délai de livraison du produit qui était dans notre temps imparti. Parce qu'on avait une épée de Damoclès tout au long du projet qui était en mars, il faut que le projet soit fini. On a 3 mois maximum, il faut être rapide. Et ça, vous l'avez toujours directement pris en compte. La gestion de projet s'est faite très rapidement et on avait des deadlines qui étaient respectés à chaque fois. Donc c'était le facteur principal. Puis après, vous êtes une entreprise française. Le feeling est directement bien passé. Donc non, c'était vraiment hyper top de travailler avec vous et aucun regret là-dessus parce que franchement, c'était un vrai succès et tout le monde a été content, surtout par rapport aux grosses attentes qu'avait l'ensemble de l'entreprise et les incertitudes quant à la possibilité d'avoir un salon aussi propre et aussi réel en un si peu de temps. Franchement, rien à dire là-dessus. Ok. Ben, je sais pas, est-ce qu'on a d'autres questions? Naomi, tu as peut-être eu d'autres questions de ton côté? Donc, on a vu la question de Claude. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Si jamais, n'hésitez pas. Donc, ce webinaire est disponible en ligne, Naomi. Et voilà, je voulais te remercier, Norian. Merci à Serment de nous avoir fait confiance.
et merci d'avoir témoigné aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Norian. Et puis à suivre sur d'autres webinaires avec des témoignages tels que celui de Norian. Tu veux faire un mot de conclusion, Naomi? Il y avait des choses que tu voulais rajouter? Comme tu disais, le webinaire il sera en rediffusion sur la page LinkedIn, sur la page YouTube, et vous pourrez retrouver les dias de Norian sur une fiche témoignage sur notre site web également. Donc n'hésitez pas à passer. Ok, on a un petit peu débordé. Merci à tous, merci Norian, merci Naomi, et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.